Nous sommes en janvier 2026. À Adougou, les sirènes hurlent et la rue répond. Au même moment, à Simonstown, des coques chinoises et russes fendent l'Atlantique Sud et des frégates iraniennes s'y joignent, alignées sur un exercice baptisé Will for Peace 2026. Pour Ibrahim Traoré, ce n'est pas une parade, c'est la preuve que la souveraineté se déplace vers les corridors maritimes. Les chiffres, le tonnage, les passages, tout devient message, plus fort que les discours officiels de coopération. Et si ces routes changent, qui paie, qui respire, qui décide lorsque le Sud global cesse de demander la permission d'exister? Ce récit fait une promesse claire, expliquer, sans lyrisme excessif ni slogan, comment une séquence maritime apparemment lointaine redéfinit des rapports de force très concrets. En une vingtaine de minutes, le lecteur comprend ce qui change réellement. Des routes commerciales, des coûts logistiques, des marges de manœuvre politiques et donc des prix, des emplois, des dépendances. L'enjeu dépasse la géopolitique abstraite. Il touche à la capacité des États du Sud à sécuriser leurs échanges, à celle des entreprises à commercer sans sanctions paralysantes et à celle des populations à ressentir une amélioration tangible de leur quotidien. Dans cette équation, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un héros solitaire, mais comme un révélateur d'une dynamique plus large où la mer devient un levier décisif. Ce qui est en jeu, ce n'est pas une victoire militaire, mais une redistribution silencieuse du pouvoir par la logistique. Reste une question centrale. Cette bascule est-elle durable ou seulement une parenthèse spectaculaire avant un retour à l'ordre ancien? Le basculement est déjà mesurable. Et il ne se limite pas aux symboles. En 2026, le tonnage combiné des flottes du BRICS+, engagées dans les manœuvres Will for Peace, dépasse 350 000 tonnes, soit près du double des exercices conjoints de l'OTAN en Atlantique Sud 5 ans plus tôt. Ce chiffre, cité par l'Institut maritime africain, marque une rupture de densité stratégique plus qu'une simple démonstration navale. Ce changement s'inscrit dans un contexte plus large. Pendant des décennies, les routes atlantiques ont fonctionné comme une frontière invisible, contrôlée par des assurances, des sanctions et des normes définies au nord. Les saisies de tankers, les restrictions portuaires et les pressions financières ont façonné un ordre maritime asymétrique. En 2026, cet équilibre commence à se fissurer. Selon le rapport SeaBalance, la proportion de navires non occidentaux traversant les couloirs atlantiques a augmenté de 47% en un an, signalant une réorientation structurelle des flux. Pour Ibrahim Traoré, ces données ne sont pas des abstractions. Elles confirment une intuition politique née au Sahel. Un État qui ne sécurise pas ses routes commerciales reste dépendant, même s'il affirme sa souveraineté sur terre. La mer devient alors une extension logique du combat pour l'autonomie, un espace où la coopération remplace la tutelle. Dans cette lecture, chaque destroyer chinois, chaque corvette russe ou frégate iranienne agit comme un maillon d'une chaîne logistique alternative. Ce contexte explique la synchronisation entre les événements terrestres au Burkina Faso et les manœuvres navales à Simonstown. Deux scènes éloignées, mais reliées par la même dynamique. Reprendre la maîtrise des échanges vitaux. La nouveauté ne réside pas seulement dans la puissance déployée, mais dans la coordination hors des cadres occidentaux, avec 26 opérations conjointes recensées en quelques semaines. Le décor est posé. Reste à comprendre comment cette bascule abstraite s'est traduite presque immédiatement dans les rues, les ports et les décisions politiques. Et pourquoi Ibrahim Traoré y voit un point de non-retour. Le basculement ne se lit pas seulement dans les rapports ou les cartes marines, mais dans des trajectoires individuelles qui servent de boussole au récit. À Adougou, au lendemain des événements de janvier 2026, des habitants racontent moins une victoire politique qu'un sentiment nouveau de protection collective. Les marchés rouvrent rapidement, les transports reprennent, et l'idée circule que la vulnérabilité chronique n'est plus une fatalité immédiate. Ce sont des signaux faibles mais précoces d'un changement de perception. Dans les ports d'Afrique australe, le même glissement est perceptible. À Simonstown, des officiers sud-africains décrivent des exercices inhabituels par leur degré de coordination, mais aussi par l'absence de hiérarchie visible. Les décisions se prennent en chaîne courte, les procédures sont partagées
et la coopération logistique prime sur la démonstration de force. Pour des marins habitués aux cadres occidentaux, cette méthode surprend autant qu'elle rassure. Ibrahim Traoré apparaît ici comme un personnage guide indirect. Il n'est pas physiquement présent sur les quais, mais son interprétation politique circule. Pour lui, la souveraineté n'est crédible que si elle produit des effets concrets rapidement, même limités. La sécurisation des routes maritimes n'est donc pas un objectif lointain, mais un levier immédiat pour réduire l'isolement économique. Cette logique explique pourquoi, dès les premières semaines, des capitales comme Bamako ou Lusaka observent attentivement la séquence. Les impacts précoces restent modestes mais tangibles. Des délégations étrangères se déplacent, des discussions bilatérales s'ouvrent et des entreprises locales évoquent une baisse des incertitudes logistiques. Rien n'est encore stabilisé, mais un seuil psychologique est franchi. La mer cesse d'être un espace abstrait réservé aux grandes puissances et devient un prolongement des décisions politiques prises à l'intérieur des terres. L'essentiel est simple. Quand la perception change vite, les comportements suivent. Avant janvier 2026, la dynamique restait fragmentée. Les discours sur la souveraineté maritime circulaient depuis des années dans les cercles diplomatiques du Sud, mais ils demeuraient théoriques, dispersés, souvent freinés par la crainte de sanctions ou d'isolement. La mer était identifiée comme un enjeu, sans qu'un déclencheur concret ne permette de transformer l'idée en action coordonnée. C'est ce verrou qui saute au tournant de l'année. Le déclencheur est double. D'un côté, les manœuvres Will for Peace 2026, organisées à Simonstown, rendent visible une coopération navale jusque-là jugée improbable. Des flottes chinoises, russes, sud-africaines et iraniennes opèrent ensemble, non pour afficher une supériorité militaire globale, mais pour tester des scénarios précis, protection de convois énergétiques, défense aérienne, sécurisation de routes commerciales. De l'autre côté, au Burkina Faso, une tentative de déstabilisation interne échoue et produit un effet inverse à celui recherché. Au lieu d'ouvrir une brèche, elle renforce l'adhésion populaire autour du pouvoir en place. Le point de bascule survient lorsque ces deux dynamiques sont lues comme un seul et même processus. Pour Ibrahim Traoré, la simultanéité n'est pas fortuite. Elle confirme que la souveraineté ne peut plus être défendue par compartiments, la terre d'un côté, la mer de l'autre. Dans cette lecture, les événements d'Adougou et les exercices navals forment un continuum stratégique, sécuriser l'intérieur tout en ouvrant l'accès extérieur. La montée en tension est rapide. Les chancelleries occidentales évoquent des risques d'instabilité, tandis que des médias parlent de militarisation déguisée. En réponse, les acteurs du Sud accélèrent. Des réunions techniques se tiennent, des accords logistiques sont esquissés et des calendriers de coopération sont avancés de plusieurs mois. Ce qui devait rester expérimental devient opérationnel. La doctrine prend forme, non dans un texte fondateur, mais dans une succession de décisions pratiques. Les répliques se font sentir presque immédiatement. Des délégations du Moyen-Orient et d'Amérique latine observent la séquence, certaines envoient des représentants, d'autres demandent des données. Les marchés réagissent donc prudemment, mais les assurances maritimes commencent à réévaluer leur grille de risque. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré insiste sur un point. Il ne s'agit pas de provoquer, mais de normaliser une présence longtemps refusée. La séquence se clôt sur un constat simple. En quelques semaines, une idée marginale devient une option crédible. Le passage de l'avant à l'après ne tient pas à un événement isolé, mais à leur enchaînement rapide qui laisse peu de temps à l'ancien ordre pour se réorganiser. Le changement de phase se lit désormais dans des indicateurs chiffrés, et non plus seulement dans des récits politiques. D'abord, posons un point de départ. Avant 2025, les exercices navals conjoints non occidentaux en Atlantique Sud restaient marginaux, tant en volume qu'en fréquence, avec un tonnage global inférieur à 200 000 tonnes et une coordination limitée à des manœuvres bilatérales. En 2026, le seuil est franchi. Le tonnage cumulé des flottes du BRICS+, engagé dans Will for Peace, atteint plus de 350 000 tonnes, soit une augmentation proche de 100% par rapport aux exercices comparables organisés 5 ans plus tôt dans la même zone. Autrement dit, la présence n'est plus symbolique,
elle devient structurelle. Ensuite, observons un deuxième indicateur, la circulation réelle. Selon le rapport SeaBalance 2026, la part des navires non occidentaux empruntant les couloirs atlantiques a progressé de 47% en un an. Ce chiffre ne mesure pas une intention, mais un usage effectif. Plus de navires signifie plus de contrats d'assurance renégociés, plus de ports sollicités et une réduction progressive de la capacité de blocage par un acteur unique. La mer cesse d'être un filtre contrôlé par quelques hubs historiques et devient un espace de concurrence ouverte. Puis, ajoutons une troisième donnée, la coordination opérationnelle. Entre fin décembre et fin janvier, 26 opérations conjointes ont été recensées entre bâtiments chinois, russes, sud-africains et iraniens. Elles vont de simples exercices de défense aérienne à des simulations complexes de protection de convois énergétiques. Chacune prise isolément reste limitée, mais leur accumulation signale l'émergence d'une chaîne logistique et militaire fonctionnant en dehors des cadres occidentaux traditionnels. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres ont une portée politique directe. Ils montrent que la souveraineté ne repose plus uniquement sur la capacité à résister, mais sur celle à maintenir la continuité des échanges. Une route commerciale protégée réduit les coûts, sécurise les revenus et dessert l'étau des sanctions. Dans les couloirs du FMI, un autre indicateur alimente l'inquiétude. La part des transactions sud-sud effectuées en devises locales a augmenté de 28% depuis le lancement des initiatives maritimes du BRICS. Cette évolution suggère une économie parallèle plus fluide, moins exposée aux mécanismes de pression financière. Pris ensemble, ces éléments dessinent un glissement mesurable. La puissance ne s'exprime plus seulement en missiles ou en bases navales, mais en corridors sécurisés, en flux stabilisés et en capacité de coordination. Les chiffres ne garantissent pas la durabilité du mouvement, mais ils prouvent qu'un seuil a été franchi. Et c'est précisément ce seuil que Ibrahim Traoré considère comme irréversible à court terme. Une fois les routes ouvertes et utilisées, revenir en arrière devient politiquement et économiquement coûteux. Les critiques occidentales structurent leur raisonnement autour de deux arguments principaux qu'il faut considérer sérieusement pour mesurer la solidité du basculement en cours. Le premier argument est le suivant. La supériorité militaire resterait écrasante du côté de l'OTAN. Les flottes américaines et européennes alignent toujours un nombre bien plus élevé de bâtiments actifs, une capacité de projection mondiale et une avance technologique difficilement contestable. Dans cette lecture, les exercices de Simonstown ne seraient qu'une mise en scène ponctuelle, incapable de rivaliser durablement avec des dispositifs navals intégrés depuis des décennies. Le deuxième argument est le suivant. La dépendance économique du Sud limiterait toute autonomie réelle. Sans accès aux technologies critiques, aux assurances dominantes et aux systèmes financiers occidentaux, les corridors maritimes alternatifs resteraient vulnérables. Selon cette thèse, la moindre escalade de sanctions suffirait à fragiliser l'ensemble, transformant l'élan actuel en impasse coûteuse. Ces observateurs évoquent également le risque de fragmentation interne du bloc, chaque État poursuivant ses propres priorités. Ces objections reposent sur des constats factuels, mais elles manquent un point central. La dynamique observée ne cherche pas la parité militaire globale. Elle vise une fonctionnalité minimale mais décisive, garantir la continuité des échanges vitaux. À cet égard, la supériorité en nombre importe moins que la capacité à coordonner des missions ciblées, répétées et crédibles. Les 26 opérations conjointes recensées en quelques semaines montrent précisément cette logique incrémentale. Sur le plan économique, les données nuancent également le scénario d'une dépendance figée. La fourniture de 60% des composants électroniques utilisés dans certains systèmes sahéliens par la Chine, ainsi que la participation de l'Inde à la maintenance des réseaux de communication maritime, indiquent un déplacement progressif des chaînes de valeur. Il ne s'agit pas d'une rupture brutale, mais d'un rééquilibrage lent, mesurable. La réponse portée par Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette rationalité. Il ne conteste pas la puissance du Nord, mais en redéfinit le critère.
La souveraineté n'est pas l'absence totale de dépendance, mais la capacité à choisir ses interdépendances. En remplaçant les débats idéologiques par des actes logistiques répétés, le mouvement réduit la portée des contre-arguments théoriques. Ce n'est pas une victoire définitive, mais une démonstration de viabilité. La question devient alors moins celle de la supériorité absolue que celle du coût politique d'un retour en arrière. Ce constat marque un tournant narratif et stratégique. Jusqu'ici, la souveraineté était pensée comme une affaire terrestre. Contrôle du territoire, stabilité politique, sécurité intérieure. À partir de 2026, une autre lecture s'impose. Le véritable levier n'est plus seulement la défense des frontières, mais la maîtrise des flux qui les traversent. Routes commerciales, convois énergétiques, accès aux ports. Ces éléments déterminent désormais la marge d'autonomie réelle d'un État. Pour Ibrahim Traoré, cette bascule clarifie l'ensemble du récit. La mer n'est pas un théâtre secondaire, mais le lieu où se joue la crédibilité de toute indépendance proclamée. Un pays enclavé peut résister politiquement, mais sans accès sécurisé aux échanges, il reste exposé aux pressions économiques. A l'inverse, une logistique protégée transforme une position fragile en point d'appui durable. C'est cette lecture qui relie les événements de Simonstown aux décisions prises à Ouagadougou. La révélation tient aussi à la nature du rapport de force. Il ne s'agit plus d'affronter directement une hégémonie, mais de la contourner par l'usage. Chaque navire escorté, chaque corridor maintenu en activité réduit l'efficacité des leviers traditionnels. Sanctions, assurances, interdiction d'accès. Le pouvoir change de forme, devenant moins visible mais plus difficile à neutraliser. À mi-parcours, le récit quitte donc l'opposition frontale pour entrer dans une logique d'irréversibilité progressive. La question n'est plus de savoir si cette stratégie est symbolique, mais jusqu'où elle peut remodeler l'équilibre existant. Les effets de cette bascule se manifestent à plusieurs niveaux, et c'est dans leur accumulation que la dynamique prend sens. Pour les États, d'abord, la sécurisation partielle des routes maritimes élargit la palette diplomatique. Le Burkina Faso, appuyé par ses partenaires, gagne une marge de négociation face aux pressions extérieures. Les invitations adressées à Ibrahim Traoré, à Johannesburg, puis à Téhéran, illustrent ce repositionnement. Il ne s'agit plus seulement de reconnaissance politique, mais d'accès à des réseaux de financement et de coopération qui contournent les canaux traditionnels. Cette capacité à diversifier les alliances réduit la vulnérabilité immédiate aux sanctions unilatérales. Pour les entreprises, ensuite, les conséquences sont plus ambivalentes. Certaines sociétés locales, notamment dans les secteurs miniers et agricoles, bénéficient d'une amélioration tangible. La renégociation de concessions permet à plusieurs d'entre elles d'atteindre plus de 40% des revenus d'exploitation, contre environ 10% auparavant, tandis que l'ouverture de corridors maritimes protégés entraîne une baisse des coûts de transport de l'ordre de 15%. Dans le même temps, des multinationales occidentales choisissent de se retirer. Jugeant le risque politique trop élevé, le paysage économique se recompose donc par sélection plutôt que par continuité. Pour les populations, les effets sont plus diffus mais perceptibles. Dans les villes burkinabées, les discours sur la souveraineté cessent d'être abstraits et se traduisent en attentes concrètes. Stabilité des approvisionnements, emploi portuaires indirects, sentiment de protection collective, cette perception positive coexiste avec des inquiétudes réelles. L'inflation, les tensions sur certaines importations et la crainte de blocus énergétique rappellent que l'autonomie a un coût immédiat. La souveraineté se vit alors comme un équilibre instable entre fierté et prudence. À l'échelle de la région, enfin, l'effet d'entraînement est visible. Au Sénégal, au Togo ou en Namibie, des mouvements citoyens reprennent l'idée que l'indépendance économique peut s'étendre jusqu'à la mer. Des coopérations techniques sont évoquées, des projets portuaires réévalués. Cette diffusion régionale amplifie la portée du signal initial. Ce qui commence comme une stratégie nationale devient un référent collectif. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré agit moins comme un décideur unique que comme un catalyseur. Son discours donne une cohérence à des intérêts parfois divergents et transforme des ajustements techniques en récits partagés.
La conséquence la plus durable n'est peut-être pas économique ou militaire, mais cognitive. L'idée qu'un autre usage de la mer est possible et qu'il produit déjà des effets mesurables. À l'horizon d'un an, 3 trajectoires plausibles se dessinent sans qu'aucune ne puisse être tenue pour acquise. Dans un scénario de base, les manœuvres maritimes du BRICS+, se poursuivent sous un format élargi mais prudent. L'Afrique du Sud accueille un nouveau sommet technique, tandis que les corridors sécurisés s'étendent vers l'océan Indien. Les tensions avec Washington persistent, sans escalade majeure. Le Burkina Faso consolide son rôle idéologique et Ibrahim Traoré s'impose comme une figure de référence régionale davantage médiateur que provocateur. Les coûts logistiques se stabilisent, sans transformation radicale. Dans un scénario optimiste, la dynamique multipolaire s'accélère. De nouveaux États rejoignent la coopération maritime, notamment l'Angola et l'Indonésie, apportant capacités portuaires et routes complémentaires. L'Union africaine adopte un cadre juridique reconnaissant une souveraineté maritime partagée, une première continentale. Les marchés du Sud gagnent en prévisibilité, la confiance des investisseurs régionaux s'améliore et l'effet d'entraînement renforce les échanges Sud-Sud. Les sanctions perdent en efficacité non par confrontation, mais par contournement systématique. Dans un scénario pessimiste, les puissances établies réagissent plus durement. Des sanctions financières ciblées se multiplient, les assurances maritimes restreignent leur couverture, et la coopération du bloc se fragilise sous la pression. Une campagne d'influence présente Ibrahim Traoré comme un acteur isolé, tandis que des divergences internes réapparaissent. Les corridors restent ouverts, mais sous tension constante, augmentant les coûts et l'incertitude. Entre ces 3 voies, la réalité naviguera probablement à vue. L'enjeu central n'est pas de prédire l'issue, mais d'adopter une grille de lecture lucide. Si la continuité logistique est maintenue, même imparfaitement, le mouvement survit. À défaut, il s'essouffle. La question devient alors stratégique plutôt qu'idéologique. Quels choix concrets permettent de rester dans la zone du scénario viable ? Au-delà des États et des entreprises, cette séquence touche des cercles plus proches du quotidien. Pour les travailleurs, d'abord, la sécurisation relative des flux modifie la nature des opportunités. Les ports, les chaînes logistiques et les services associés créent des emplois indirects, parfois précaires mais nouveaux, là où l'enclavement limitait les perspectives. Ces emplois ne transforment pas instantanément les économies locales, mais ils introduisent une diversification longtemps absente. Pour les consommateurs, ensuite, les effets sont ambivalents. La baisse des coûts de transport sur certains corridors peut contenir les hausses de prix, mais les tensions géopolitiques maintiennent une volatilité élevée. Le panier de biens reste exposé au choc, rappelant que l'autonomie n'est pas synonyme d'immunité. Cette réalité oblige à arbitrer entre bénéfices à moyen terme et inconfort immédiat, un calcul que chaque foyer ressent différemment. Pour les acteurs civiques et éducatifs, enfin, l'impact est surtout symbolique. L'idée que la souveraineté puisse se traduire en mécanismes concrets, mesurables, nourrit un sentiment d'appartenance plus large. Dans les écoles, les médias locaux et les débats publics, la mer cesse d'être un concept lointain. Elle devient un espace de projection collective, un lieu où se jouent des choix qui dépassent la politique politicienne. Cette résonance explique pourquoi le récit trouve un écho au-delà des cercles experts. Il ne promet pas une amélioration immédiate pour tous, mais il propose une grille de compréhension nouvelle, comprendre comment des décisions logistiques influencent des prix, des emplois ou des marges de manœuvre politiques permettent au lecteur de relier l'abstrait au concret. La question qui demeure est personnelle. Face à ces transformations lentes mais réelles, quel degré de changement est acceptable avant d'en percevoir les bénéfices durables pendant ? À ce stade, le mouvement ne peut rester une addition d'initiatives dispersées. Une feuille de route pragmatique se dessine autour de quelques axes clairs évoqués par les acteurs du Sud et assumés par Ibrahim Traoré comme une doctrine d'action plutôt qu'un manifeste idéologique. Un premier axe consiste à pérenniser les corridors sécurisés. Les manœuvres navales doivent évoluer vers un mécanisme permanent de veille, d'escorte et de secours, placé sous un mandat multilatéral africain. L'objectif n'est pas l'affrontement, mais la continuité des flux, mesurée par la régularité des passages et la baisse des incidents. Un deuxième axe vise à former les compétences.
La création d'une école maritime régionale reliant le Cap, Luanda et Dakar permettrait de former officiers, ingénieurs et logisticiens. Cette étape réduit la dépendance aux expertises extérieures et inscrit la souveraineté dans la durée. Pour Ibrahim Traoré, sans capital humain, aucune infrastructure ne tient. Un troisième axe cherche à institutionnaliser les règles. La charte des ressources souveraines, proposée dans plusieurs forums, vise à garantir que les richesses terrestres et maritimes restent majoritairement détenues par les citoyens concernés. Ce cadre juridique transforme une ambition politique en contrainte mesurable. Un quatrième axe consiste à connecter l'information. Un réseau de communication sud-sud dédié au partage de données maritimes et logistiques limite l'asymétrie informationnelle et réduit la dépendance aux filtres médiatiques dominants. Enfin, un cinquième axe traverse l'ensemble, mesurer et ajuster. Chaque étape doit être évaluée par des indicateurs simples, coûts, délais, incidents, afin d'éviter le décalage entre le récit et la réalité. C'est à ce prix que l'élan peut se structurer sans se rigidifier. La feuille de route n'offre aucune garantie de succès. Elle propose une méthode, et c'est peut-être là, plus que dans les discours, que se joue la crédibilité de la souveraineté défendue par Ibrahim Traoré, dans la capacité à transformer une vision en architecture fonctionnelle. Le récit revient à une image simple, déjà esquissée plus tôt, un port au crépuscule, des silhouettes immobiles face à l'horizon. À Simonstown, lorsque la lumière tombe sur les coques d'acier, elle ne renvoie plus seulement une puissance militaire, mais l'idée qu'un ordre différent peut prendre forme sans proclamation solennelle. Ce sont des gestes répétés, des routes maintenues ouvertes, des décisions techniques qui finissent par produire un sens collectif. Au Burkina Faso, loin de la mer, les images diffusées à la télévision d'État sont regardées comme on observe une promesse concrète. Ibrahim Traoré n'y apparaît pas en conquérant, mais en témoin d'un basculement qu'il a contribué à rendre pensable. Sa force narrative tient moins à l'exception qu'à la continuité. La conviction que la dignité peut se traduire en système et pas seulement en slogan. Le callback est là. Ce qui a commencé dans la poussière du Sahel trouve une résonance dans le mouvement des vagues. Terre et mer cessent d'être séparées dans l'imaginaire politique. Elles deviennent deux faces d'un même effort pour exister sans tutelle. Cette jonction, fragile mais réelle, explique pourquoi le récit dépasse une conjoncture précise. La phrase qui s'impose comme un clou narratif est simple. La souveraineté n'est crédible que lorsqu'elle circule. C'est cette circulation, matérielle et symbolique, qui donne au projet sa charge émotionnelle durable au-delà des chiffres et des scénarios. La séquence s'achève sans conclusion fermée, car ce qui se joue dépasse un pays ou un dirigeant. Elle interroge une manière d'habiter le monde. Longtemps, la mer a symbolisé la distance, la dépendance, parfois la menace. En 2026, elle devient un espace de projection collective où se croisent intérêts économiques, choix politiques et aspirations sociales. Cette transformation ne garantit ni prospérité immédiate, ni stabilité automatique, mais elle ouvre un champ de possibles que beaucoup jugeaient inaccessibles. Ibrahim Traoré n'a jamais présenté cette trajectoire comme un modèle universel. Il la décrit plutôt comme une expérience en cours, dont les résultats dépendront de la discipline, de la cohérence et de la capacité à corriger les erreurs. La souveraineté, dans ce cadre, n'est pas un état final, mais une pratique quotidienne, faite de compromis, de coûts assumés et de responsabilités partagées. Pour le lecteur, l'enjeu n'est pas d'adhérer ou de rejeter ce mouvement en bloc, il est de réfléchir à ce qu'il révèle, jusqu'où des sociétés sont prêtes à aller pour réduire leur dépendance, quels sacrifices elles acceptent à court terme et quels bénéfices elles espèrent à long terme. La mer devient alors un miroir, elle reflète non seulement des rapports de force mais des choix collectifs. La question reste ouverte, volontairement. Dans un monde où les routes, les flux et les normes se redessinent, quelle part de l'espace commun sommes-nous prêts à protéger ensemble et à quelles conditions ?